Imaginez, une seule nuit et tout bascule. Au cœur de l'Europe, Kiev, capitale d'un État moderne, s'éveille plongé dans une obscurité totale. Plus d'électricité, plus d'eau, plus rien. Cette ville, vibrante et vivante la veille encore, se retrouve soudain figée, comme arrêtée dans le temps. Cela n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Une nuit seulement, et le quotidien de millions de personnes vole en éclats. Pour mieux comprendre la portée de ce choc, imaginez la scène. Dans les rues, les réverbères s'éteignent un à un, les feux de circulation deviennent de simples carcasses métalliques, les tramways s'immobilisent et un silence étrange, presque irréel, enveloppe la capitale. Même au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, Kiev n'a pas connu une telle extinction complète de ses infrastructures vitales. Les plus âgés se souviennent de l'époque soviétique, de coupures de sporadiques, mais jamais d'un effondrement aussi total, aussi soudain. Ce n'est pas un incident isolé, ni un simple aléa technique à réparer en quelques heures. Ce blackout total est le fruit d'une attaque stratégique, minutieusement orchestrée pour frapper au cœur de l'infrastructure énergétique de la ville. Derrière cette opération se cache une volonté nette: paralyser l'État ukrainien, rendre impuissants ses citoyens et ses dirigeants, les priver de tout repère, de toute ressource immédiate. L'eau et l'électricité, ces bases invisibles mais essentielles de la vie moderne, disparaissent d'un seul coup. En un instant, les gestes quotidiens deviennent impossibles. Se chauffer, cuisiner, communiquer, se soigner. Ce n'est pas seulement la lumière qui s'éteint, c'est toute l'organisation sociale, tout l'équilibre fragile d'une nation en guerre qui vacille sous l'effet de cette offensive. Pour illustrer l'importance de l'énergie dans la vie quotidienne, prenons l'exemple d'une famille ordinaire. Imaginez une mère qui se réveille pour préparer le petit déjeuner à ses deux enfants. Elle va remplir la bouilloire, mais rien ne sort du robinet. Elle tente d'allumer la cuisinière, mais elle reste froide. Son téléphone est déjà à moitié déchargé, et aucune prise ne permet de le recharger. Impossible d'écouter les informations du matin, de vérifier si l'école est ouverte ou si le travail exige sa présence. L'école, elle-même plongée dans l'obscurité, ne peut accueillir les élèves sans chauffage ni lumière. Cette famille n'est pas seule. Des centaines de milliers de foyers vivent la même angoisse, multipliant la détresse à l'échelle d'une métropole. Ce type d'attaque redéfinit la guerre. Il ne s'agit plus de conquérir des territoires à la force des armes, mais de frapper les fondements mêmes de la vie civile. Lorsque la population perd l'accès à l'eau potable, à la nourriture fraîche, à la sécurité et à l'information, c'est la survie, la cohésion sociale et la confiance envers les autorités qui sont menacées. La société civile risque l'effondrement, l'État la paralysie et chaque citoyen l'angoisse de l'abandon. Pour bien saisir la portée de ce genre d'opération, il suffit de se rappeler l'exemple de New York pendant la grande panne de 1977. En une nuit, la ville s'est retrouvée privée d'électricité. Les pillages, les incendies et la peur ont rapidement envahi les rues, malgré la paix. Imaginez à présent ce chaos dans un pays en guerre, où chaque faiblesse peut être exploitée, où la solidarité est déjà éprouvée par les privations et la violence quotidienne. La question alors brûle toutes les lèvres: comment un seul soir d'obscurité absolue peut-il faire chanceler tout un peuple? Que révèle cette attaque sur les véritables enjeux de la guerre? Jusqu'où une société moderne peut-elle tenir lorsque ses fondations sont attaquées sans relâche? Pour saisir l'ampleur du choc, il faut revenir à cette nuit fatidique où tout a basculé. Plongeons dans les heures sombres de cette nuit où chaque minute semblait peser une éternité. Voici comment la ville de Kiev a affronté l'impensable. Imaginez-vous brusquement tiré du sommeil, plongé dans une obscurité totale, le souffle court sous des couvertures de trop fines. Pas d'eau, pas d'électricité. Rien que ce froid mordant, ce silence lourd qui s'infiltre dans chaque appartement, chaque cage d'escalier, chaque rue déserte de Kiev. Pour certains, cette nuit rappelle la grande crise de l'hiver 2022, lorsque des frappes répétées avaient déjà plongé certaines régions dans l'obscurité. Mais cette fois, l'échelle est sans commune mesure. Les transports publics sont à l'arrêt complet. Les ambulances circulent à tâtons, guidées par les phares et le souvenir des parcours. Les hôpitaux, privés de courant, doivent recourir à des générateurs, mais ceux-ci, déjà usés par des mois de guerre, tombent en panne les uns après les autres. Les médecins opèrent à la lumière de leur téléphone portable, risquant la vie de leurs patients à chaque instant. En une nuit, tout a basculé. L'électricité et l'eau, deux éléments vitaux, ont disparu comme soufflés par une main invisible. Ce n'était pas une simple panne. 3 centrales thermiques majeures de la ville ont été ciblées, mises à genoux au même instant. La capitale ukrainienne n'avait pas connu une telle paralysie énergétique depuis plus de 30 ans. Derrière ce blackout se cache une attaque d'une violence inédite. Plus de 20 missiles, plus de 100 drones, un déluge qui a saturé le ciel.
Les défenses anti-aériennes, pourtant aguerries, ont été débordées, incapables d'arrêter chaque engin lancé. La ligne de front, soudain, s'est déplacée jusque dans les foyers. Pour les habitants, la réalité frappe sans pitié. Cuisiner devient impossible. Plaques froides, bouilloires muettes. Les radiateurs restent glacés. Garder les aliments frais relève du défi, les réfrigérateurs s'arrêtant un à un. Les téléphones s'éteignent, coupant tout lien avec l'extérieur. Plus de télétravail, plus d'actualité. La routine s'effondre, la survie prend la place. Certains tentent d'improviser. Dans des quartiers entiers, des voisins s'organisent pour partager les rares réchauds à gaz ou les restes de charbon. Des groupes d'entraide surgissent spontanément, rappelant les réseaux de solidarité qui s'étaient formés lors de la grande tempête de verglas au Québec en 1998. On s'entraide pour tenir, mais la fatigue s'accumule et la peur de l'inconnu grandit à chaque heure sans nouvelles. En quelques heures, la vie urbaine régresse à l'essentiel. Se réchauffer, trouver de l'eau, un peu de nourriture, une forme de sécurité. Le confort s'évapore, les repères fondent. Partout, on voit des familles recroquevillées, des files d'attente pour une gourde d'eau, la solidarité qui se mêle à l'angoisse. La peur de l'inconnu remplace la routine. La guerre, ici, change de visage. Il ne s'agit plus de conquérir des kilomètres, mais de briser la ténacité d'un peuple. Chaque nuit passée dans le noir, chaque journée sans eau érode un peu plus l'espoir collectif. La frontière entre la vie moderne et la survie primitive s'efface sous le poids de cette stratégie implacable. Mais pourquoi viser l'énergie ? Pourquoi choisir ces cibles précises et non d'autres ? Pour saisir le sens de cette tactique, il faut plonger au cœur de la logique stratégique qui façonne cette guerre invisible. Revenons un instant en arrière. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont ciblé les raffineries de pétrole allemandes pour paralyser la machine de guerre nazie. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, les frappes aériennes américaines ont cherché à neutraliser les centrales électriques de Bagdad, précipitant la capitale dans l'obscurité. La logique est la même. Détruire l'énergie, c'est saper la capacité de résistance d'un pays. Derrière chaque coup porté à l'infrastructure énergétique, il y a une volonté calculée. Déstabiliser, démoraliser, désorganiser. Mais comment ce choix façonne-t-il l'avenir de l'Ukraine ? Ce n'est pas une frappe au hasard. C'est la clé pour défaire un pays sans jamais poser le pied dans ses rues. L'attaque vise le cœur battant de la vie moderne, l'énergie. Sans elle, tout se délite. Écoles, hôpitaux, usines, chauffage, alimentation, communication. L'électricité n'est pas un simple confort. Elle est l'ossature d'un État. Priver un pays d'énergie, et c'est le fonctionnement même de la société qui vacille, laissant la population dans la peur et l'incertitude. C'est cette logique qui guide la stratégie russe, épuisée, pas frontalement, mais en s'attaquant aux fondements. Un pays privé de lumière, de chaleur et d'eau ne peut tenir bien longtemps. Le froid, l'obscurité, l'angoisse quotidienne font plus de ravages que 10 000 soldats. Ici, la guerre ne se joue pas dans les tranchées, mais dans les appartements glacés et les rues englouties dans la nuit. L'Ukraine tente de se préparer, mais aucune défense, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut intercepter des dizaines de missiles et de drones lancés en même temps sur l'ensemble du territoire. Les générateurs, les réserves, aussi précieuses soient-elles, fondent comme neige au soleil dès que les attaques deviennent massives, coordonnées, imprévisibles. Les dispositifs de secours débordent, les réparations n'ont plus le temps de suivre le rythme infernal des destructions. Prenons l'exemple de la centrale de Trypillia, qui alimentait une grande partie de la région de Kiev. Après une première attaque, les techniciens ont travaillé nuit et jour pour réparer les circuits, rétablir la pression dans les conduites d'eau. Mais à peine le courant rétabli, une nouvelle vague de frappes anéantit leurs efforts. C'est un cycle sans fin, où chaque victoire technique est aussitôt annulée par une nouvelle catastrophe. L'hiver approche, décuplant la pression. Quand la température chute, chaque interruption d'électricité devient une menace vitale. Les familles risquent de geler chez elles, les enfants de tomber malades, les personnes âgées de ne pas survivre à la nuit. L'urgence sanitaire se mêle à la crise humanitaire. La situation explose. Le pari ukrainien était clair. Disperser les centrales, multiplier les points d'approvisionnement, empêcher qu'une frappe unique réduise tout à néant. Mais l'ennemi s'adapte. Les attaques simultanées anéantissent cette logique. Frapper partout à la fois, c'est rendre toute anticipation inutile. La dispersion devient une faiblesse car nul ne peut protéger chaque cible. Dans le passé, d'autres pays ont tenté des stratégies similaires. Pendant la guerre du Kosovo, l'OTAN a multiplié les frappes sur les ponts et les lignes à haute tension serbes, espérant forcer une reddition par l'épuisement. Mais chaque société réagit différemment. Parfois la population se serre les coudes, parfois la fatigue l'emporte. Dans cette guerre invisible, ce n'est pas seulement le courant qui s'éteint.
Ce sont aussi l'espoir et la résistance qui vacillent. La panique s'infiltre, le moral s'effondre, la pression sur le pouvoir augmente chaque jour. Quand l'État ne garantit plus le minimum vital, la population doute, se divise, cherche des coupables. La spirale s'aggrave. Mais que se passe-t-il quand les ingénieurs, les secours ne peuvent plus réparer ce que la guerre détruit inlassablement? Jusqu'où cette nuit peut-elle s'étendre? Que reste-t-il quand la lumière ne revient plus? Pour comprendre comment cette stratégie bouleverse la vie quotidienne, il faut plonger dans la réalité de ceux qui vivent sans électricité, jour après jour. Comment une capitale entière apprend-elle à survivre, plongée dans l'obscurité? Un pays peut-il survivre à l'effondrement quotidien de son énergie, de son économie, de sa confiance? C'est la question brûlante alors que l'ombre du blackout s'étend jour après jour sur toute l'Ukraine. Chaque centrale anéantie, chaque réseau à l'arrêt déclenche un effet domino. Les usines s'immobilisent, des milliers d'emplois disparaissent, les recettes fiscales chutent de façon dramatique. L'économie privée d'oxygène s'enfonce. Le chômage grimpe, les prix s'envolent, même les petits commerces ferment leurs portes, faute de clients ou d'électricité. Plus rien ne circule, ni les biens, ni la monnaie, ni l'espoir. La situation rappelle la crise économique grecque du début des années 2010, où la fermeture des banques et la panne partielle du réseau électrique avaient paralysé Athènes pendant plusieurs semaines. Mais en Ukraine, la guerre rend tout plus fragile, plus urgent, plus dangereux. L'État, déjà affaibli par la guerre, perd peu à peu sa capacité à financer défense, aide sociale ou projets de reconstruction. Impossible de payer les soldats, enseignants, médecins, la machine publique s'enraye. Les infrastructures détruites restent béantes ou sont à peine réparées avant d'être frappées à nouveau. Le cycle est infernal, empêchant tout redémarrage, toute planification. On vit désormais au jour le jour, dans une incertitude permanente. Dans les rues, la défiance grandit. La population épuisée doute de plus en plus des autorités. Pourquoi tant de promesses sans lendemain? La lassitude s'installe, la peur monte. Chacun craint pour sa famille, sa maison. Les files d'attente au point d'eau ou devant les rares générateurs attissent les tensions. Ce climat de suspicion ronge la cohésion nationale. À l'étranger, les alliés occidentaux commencent eux aussi à douter. Leur aide massive a-t-elle encore un sens lorsque chaque centrale réparée est détruite la semaine suivante? À quoi bon investir des milliards d'euros, de dollars, si l'effondrement paraît inéluctable? Cette incertitude fragilise la volonté de poursuivre le soutien militaire, économique ou humanitaire sur le long terme. Le risque est immense. La faillite nationale, un exode massif vers l'Europe, ou même des pressions internes et externes pour accepter un compromis douloureux, voire une reddition. C'est tout un modèle de société qui menace de s'écrouler. La sécurité, le bien-être, la confiance dans l'avenir, tout est sur la sellette. Le spectre de la défaite plane. Face à cette impasse, une question obsède désormais dirigeants et citoyens. Quelles options, quels choix restent réellement à l'Ukraine et à ses alliés pour éviter l'abîme? Mais au cœur même de cette crise, une résistance inattendue s'organise. Car l'histoire de l'Ukraine, c'est aussi celle d'une société qui refuse de plier. Quand tout vacille, que reste-t-il? Quand la lumière s'éteint, l'ombre ne laisse place qu'à trois possibles: la peur, l'espoir ou la résilience. L'effondrement des infrastructures plonge la population ukrainienne dans l'incertitude. Chaque jour, un choix s'impose: s'adapter, négocier pour un peu de répit, ou patienter en espérant une aide occidentale qui n'arrive jamais assez vite. Mais la résilience, elle aussi, a ses failles. Quand la survie devient unique priorité, les slogans ne réchauffent ni les murs glacés, ni les cœurs. Dans ce froid extrême, chaque famille doit décider, rester et s'organiser, ou fuir vers l'inconnu. Les promesses d'aide occidentale abondent, mais la réalité est plus cruelle. Les générateurs, les équipements, les fonds promis ne suffisent pas, ou arrivent trop tard. L'hiver s'installe avec sa morsure, et le moral s'effrite à mesure que l'attente s'allonge. Face à cette stratégie d'usure, une alternative émerge: forcer une paix sans victoire, abandonner la perspective d'un triomphe militaire. L'objectif devient la survie, obtenir une sortie diplomatique, non par choix, mais par nécessité. Il ne reste qu'une chance fragile d'éviter l'effondrement total ou de préserver l'essentiel. Chacune des décisions, chaque geste, chaque renoncement pèse désormais sur l'avenir du pays. Tout se joue sur l'endurance, l'improvisation et parfois la résignation. Mais pendant que la population lutte pour survivre, la crise redéfinit aussi le rapport au pouvoir et aux institutions. Quels compromis et quelles fractures naîtront de cette guerre invisible? Pour évaluer les scénarios possibles, inspirons-nous de l'histoire récente. Après le séisme de Fukushima en 2011, le Japon a dû vivre des mois avec des restrictions sévères d'électricité.
Les Japonais ont instauré des rotations de coupures, réduit l'éclairage public, suspendu certaines activités économiques et renforcé la solidarité locale. Mais ils n'étaient pris pas en guerre et l'État centralisé restait fort. En Ukraine, la guerre multiplie les risques d'effondrement social. L'avenir de l'Ukraine se joue désormais loin des armes. Ce n'est plus une bataille de missiles, mais de ténèbres, de privation, de résistance contre la disparition même du quotidien. À Kiev, l'ennemi n'attaque pas seulement les positions militaires. Il vise à éteindre la lumière, à couper l'eau, à chasser la chaleur des foyers. L'objectif n'est pas simplement de gagner du terrain, mais d'imposer une crise humanitaire, économique et sociale, de faire plier tout un peuple sous le poids de l'épuisement. Face à cette offensive, la question devient intime. Que signifie tenir quand chaque heure sans électricité, chaque nuit glaciale, érode l'espoir ? La résilience ne s'incarne plus seulement dans le courage des soldats, mais dans la capacité à trouver la force de continuer malgré la peur, la fatigue, le doute. Vivre désormais, c'est survivre. Les familles s'éclairent à la bougie, les quartiers s'organisent pour partager le peu qui reste. Chaque geste quotidien devient un acte de résistance. Cuisiner avec presque rien, réchauffer les enfants avec des couvertures, garder le contact avec ses proches malgré l'isolement. Pour l'Ukraine, la victoire ne se comptera pas en kilomètres gagnés ou perdus, mais en jours, en heures d'endurance. La guerre se mesure à la capacité d'un peuple à ne pas céder, à inventer des solidarités nouvelles, à préserver la dignité quand tout semble s'effondrer. Cette crise dévoile la fragilité de notre confort, la précarité du fil qui relie nos sociétés à la lumière, à la chaleur, à la confiance dans l'avenir. Que ferait-on, nous, si tout disparaissait soudain ? Sommes-nous préparés à défendre notre liberté, notre mode de vie, quand il ne reste plus rien d'autre ? Ce qui se joue en Ukraine dépasse ces frontières. C'est l'idée même de résilience humaine qui est testée face à une stratégie de destruction systémique. La réponse dépendra de chaque individu, chaque famille, chaque communauté qui saura, dans le noir, choisir de rester debout. Pour conclure, il est crucial de réfléchir aux leçons à tirer. Quelles mesures concrètes peuvent être prises, tant au niveau individuel que collectif ? Premièrement, il est vital de renforcer les infrastructures énergétiques et de diversifier les sources d'approvisionnement. Cela signifie investir dans les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, qui peuvent continuer à fonctionner même lorsque les réseaux traditionnels sont hors service. L'exemple de l'Allemagne, qui a progressivement renforcé son autonomie énergétique, montre qu'une telle diversification peut atténuer l'impact des attaques. Deuxièmement, la formation de la population à la gestion de crise est indispensable. Des exercices de simulation, des stocks d'urgence et une communication claire peuvent sauver des vies. Au Japon, des millions de citoyens participent chaque année à des exercices d'évacuation et de premiers secours, préparant la société à l'imprévu. Troisièmement, la solidarité locale doit être encouragée. Lorsque les institutions sont débordées, ce sont les réseaux de voisinage, les associations, les groupes religieux qui prennent le relais. À New York, après le 11 septembre 2001, des milliers de bénévoles ont apporté eau, nourriture et réconfort aux sinistrés, illustrant la force du tissu social. Enfin, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert avec la communauté internationale. L'aide extérieure, qu'elle soit financière, matérielle ou technique, joue un rôle clé dans la capacité d'un pays à se relever. Mais elle doit être coordonnée, rapide et adaptée aux besoins réels du terrain. Face à l'adversité, chaque geste compte. Que ce soit l'installation d'un panneau solaire sur un toit, le partage d'un repas chaud entre voisins ou l'organisation d'un centre d'accueil pour les plus vulnérables, chaque action participe à la résilience collective. L'histoire retiendra non seulement la violence de l'attaque, mais aussi la réponse d'un peuple debout dans l'obscurité. À chaque blackout, à chaque nuit de doute, l'Ukraine réinvente sa résistance. Et nous, spectateurs de cette épreuve, pouvons nous interroger. Serions-nous prêts à en faire autant ? C'est dans la nuit la plus noire que la lumière de la solidarité humaine brille le plus fort. L'avenir dépendra de la capacité de chacun à transformer la fragilité en force, le désespoir en espoir, l'isolement en union. Ainsi s'achève notre plongée au cœur d'une crise sans précédent. Mais au-delà du récit, reste une question, simple et redoutable. Que ferons-nous demain, si l'obscurité tombe sur nos propres vies ?